Bonjour, cette séquence est dédiée aux planètes de notre système solaire, dites géantes si on se réfère à leur taille par rapport à celle de la Terre. On les qualifie aussi de planètes gazeuses lorsqu'on veut mettre l'accent sur leur composition. Nous allons examiner leurs propriétés. On constate sur cette table que Jupiter et Saturne sont les planètes les plus massives du système solaire. La masse de Jupiter est 1/1000 de celle du Soleil, ou environ 318 fois la masse de la Terre. À elle seule, Jupiter est 2,5 fois plus massive que toutes les autres planètes du système solaire réunies. Son diamètre est 11 fois plus grand que celui de la Terre, c'est-à-dire environ 143 000 km. Et on pourrait placer un peu plus de 1300 corps de la taille de la Terre dans le volume de la géante gazeuse. Saturne, seconde planète la plus massive du système solaire, a une masse de quelques 95 masses terrestres. À L2, Jupiter et Saturne, leur masse représente donc 92% de la masse du système solaire, Soleil exclu. Uranus et Neptune ont des dimensions plus modestes, avec des masses de plus de 14 fois et 17 fois celles de la Terre. On a d'ailleurs pour habitude de distinguer deux sous-groupes dans cette famille de géantes, Jupiter et Saturne d'une part, et Uranus et Neptune d'autre part, et ces groupes reflètent des différences de composition. En effet, une propriété remarquable de ces planètes, outre leur taille, est leur densité. Rapport de la masse du corps et de son volume, la densité fournit des indications sur la composition moyenne des matériaux qui composent la planète. Nos quatre géantes ont des densités proches de 1, ce qui les distingue clairement des planètes telluriques, qui elles ont une densité moyenne autour de 5 grammes par centimètre cube. On peut en particulier remarquer que la densité de Saturne est seulement de 0,7 g par centimètre cube, ce qui nous montre qu'elle ne peut être constituée que des gaz les plus légers, hydrogène et hélium. Ces planètes géantes sont donc des corps profondément différents des planètes telluriques, qui, comme la Terre, possèdent une croûte rocheuse. Ces planètes sont dépourvues de surface solide. Nous avons là des corps fluides, composés majoritairement d'éléments légers, hydrogène et hélium, sans surface. La densité croît vers le centre sans discontinuité marquée. La structure interne de ces planètes, comme Jupiter dont on voit aussi une photo, et que nous allons utiliser comme prototype, ne repose en fait que sur des mesures indirectes et relève de la modélisation. Selon les modèles, Jupiter pourrait posséder un noyau rocheux composé de silicates et de fer, bien petit par rapport aux dimensions de la planète, mais néanmoins de taille comparable à la Terre, et dont la masse serait de 10 à 15 fois la masse de la Terre. Ce noyau finirait dilué dans un milieu composé d'hydrogène en phase métallique qui occuperait 78% du rayon de la planète. Cette phase métallique serait liquide à la manière du mercure. On qualifie cet état de métallique car la pression est telle que les atomes d'hydrogène s'ionisent et forment un matériau conducteur. Cet hydrogène métallique est lui-même entouré d'hydrogène liquide, à son tour entouré d'une fine couche d'hydrogène gazeux. D'après ce modèle, Jupiter est en fait une planète essentiellement fluide. En ce qui concerne l'atmosphère de ces planètes, de façon générale, elle est relativement opaque et dissimule complètement les couches internes. Dans le cas de Jupiter, la surface visible ne représente qu'un millier de kilomètres environ, sur un rayon de 71 498 km, et donc une très faible fraction du volume de la planète. À quelques 1000 km de profondeur, l'atmosphère se dilue dans l'intérieur, probablement liquide. Pour ce qui est de la composition de l'atmosphère, l'hydrogène moléculaire domine très largement, suivi par l'hélium. On trouve bien d'autres éléments, mais essentiellement sous forme de traces. Parmi ces éléments mineurs, les plus abondants sont le méthane et l'ammoniac, mais aussi des hydrocarbures comme l'éthane, voire l'eau. Ces éléments mineurs totalisent moins de 1% de la composition de l'atmosphère de Jupiter et de Saturne. Du point de vue de leur atmosphère, les planètes géantes sont donc très différentes des planètes telluriques. Lorsqu'on observe les images de Jupiter, telles que celles collectées par les sondes spatiales, ce qui est frappant, c'est la vaste gamme de couleurs, avec des nuages de rouge, de marron, jaune, bleu et blanc. Les couleurs vives des nuages de Jupiter sont le résultat de réactions chimiques qui sont différentes suivant l'altitude. Contrairement à l'atmosphère solaire, l'atmosphère externe des planètes géantes présente une chimie moléculaire très riche. Ces couleurs correspondent à différentes couches de nuages. Dans la partie supérieure de l'atmosphère, les nuages sont rouges. En dessous, ils sont brun-blanc et les plus profonds sont bleus. Ces différences de couleurs traduisent donc des différences d'altitude et de température. Une autre caractéristique frappante est l'alternance de bandes sombres et claires, parallèles à l'équateur. Les régions sombres sont ce qu'on appelle des ceintures, et les régions claires, elles, sont appelées des zones.
Ces bandes nuageuses adjacentes, sombres et claires, sont le siège de vents très puissants qui peuvent atteindre quelques 600 km/h dans les régions équatoriales. Ces vents restent confinés à l'altitude et soufflent dans des directions opposées dans les bandes adjacentes. Ces régions sombres et claires traduisent aussi une circulation verticale dans l'atmosphère de la planète. Elles matérialisent des courants de convection induits par la chaleur interne de la planète. Dans les zones, les gaz chauds montent de l'intérieur et se refroidissent en atteignant les régions de haute altitude, puis ils redescendent dans les ceintures. On a ainsi une succession de cellules de convection qui se referment dans les couches profondes. La réalité est certainement bien plus complexe que cette vision très schématique de la circulation atmosphérique de Jupiter. En particulier, les résultats très récents de la sonde Juno montrent que l'intérieur de la planète, loin d'être uniforme, n'est en fait pas très bien mélangé et que le système de circulation est loin d'être aussi simple. Cette complexité de circulation de Jupiter se retrouve dans une autre caractéristique de l'atmosphère des planètes géantes, que sont les tourbillons atmosphériques. Ces tourbillons, qui se présentent comme des taches de taille et de couleurs différentes, sont en fait d'énormes tempêtes. Le prototype de ces énormes tourbillons atmosphériques est la Grande Tache Rouge. C'est un énorme anticyclone, c'est-à-dire un système de haute pression en rotation, qui actuellement pourrait contenir une planète de la taille de la Terre, et dont les nuages les plus hauts de cette formation sont environ 8 km au-dessus de ceux des régions voisines. Les vents y soufflent à plus de 400 km/h à sa périphérie. L'ensemble tourne lentement sur lui-même dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en 6 jours terrestres environ, soit près de 2 semaines joviennes. Le temps d'évolution de la Grande Tache Rouge est mal connu, mais il paraît dépasser très largement le siècle. Elle semble en effet exister depuis plus de 350 ans, puisqu'elle a été observée en 1664 et 1665 par Hooke et Cassini. Au cours du temps, sa taille et sa couleur ont changé. En particulier, elle paraît avoir été bien plus grande il y a un siècle. Sa taille s'est donc progressivement réduite, mais sur une échelle de temps qui dépasse largement le siècle. La Grande Tache Rouge n'est pas le seul anticyclone de Jupiter, et les phénomènes météorologiques de ce type ne sont pas inhabituels dans l'atmosphère des géantes gazeuses. Mais les autres s'avèrent bien plus modestes, avec des largeurs de 1000 à 6000 km et une durée de vie de l'ordre de quelques années. Un autre exemple de tempête dynamique dans l'atmosphère de Jupiter est l'ovale anticyclonique appelé Petite Tache Rouge. Il est suivi depuis 1993, et cette structure atmosphérique est peut-être bien plus ancienne. Avec quelques 6000 km de long, c'est le troisième plus grand ovale anticyclonique de la planète. Sa couleur varie entre rouge et blanc cassé, comme c'est le cas maintenant, mais avec une région centrale, là où la vitesse du vent est maximale, qui est rouge pâle. Outre la sectorisation et les nombreux anticyclones, l'atmosphère de Jupiter est particulièrement turbulente. C'est notamment visible au voisinage de la Grande Tache Rouge. Elle est entourée, en effet, d'un ensemble complexe d'ondes de turbulence qui peuvent donner naissance à un ou plusieurs anticyclones satellites. Nouvelle illustration de la complexité de l'atmosphère de Jupiter, la sonde Juno, qui est actuellement en orbite autour de la planète, a révélé que les régions des pôles sont particulièrement turbulentes. Comme on le voit sur cette image, les 2 pôles sont couverts de tourbillons atmosphériques de taille moyenne, qui sont densément regroupés et interagissent les uns avec les autres. Ces tourbillons sont certainement alimentés par la chaleur provenant de l'intérieur de la planète, mais leur origine précise et surtout la stabilité de ces structures reste à déterminer et à comprendre. Les autres planètes géantes présentent des caractéristiques atmosphériques similaires, avec une sectorisation plus ou moins marquée et des vents violents. C'est le cas de l'atmosphère de Saturne, dont on devine sur cette photo l'alternance en bandes sombres et claires. Comme Jupiter, la planète est le siège de vents violents. Près de l'équateur, le vent atteint une vitesse de près de 1800 km/h et souffle le plus souvent en direction de l'est. La vitesse des vents décroît ensuite uniformément aux plus hautes latitudes. Aux latitudes supérieures à 35 degrés, les vents passent alternativement d'est en ouest au fur et à mesure que la latitude augmente. Cette image où les contrastes ont été exagérés permet de mieux voir les structures atmosphériques de Saturne qui rappellent celles observées dans Jupiter, mais en moins marquées, avec aussi leurs propres spécificités. La sonde Cassini a observé le développement d'un orage exceptionnellement puissant, avec des formations nuageuses très claires sur cette image. Les dimensions sont impressionnantes, 50 000 km de long pour 10 000 km de large à l'époque de la photo. Lors de cet événement, qui reste relativement rare, la sonde a enregistré aussi des éclairs 10 fois plus intenses que lors des précédents, avec une fréquence pouvant atteindre 10 éclairs par seconde. La planète présente d'autres particularités, telles que cet énorme vortex tourbillonnaire, récemment découvert au pôle sud de Saturne par les sondes spatiales. Il a des caractéristiques similaires aux cyclones sur Terre, mais avec une structure inhabituelle, de forme hexagonale.
L'Hexagone est un courant de vent de quelques 300 km/h et il s'étend sur 30 000 km, c'est-à-dire plus du double du diamètre de la Terre. Très stable, il paraît profondément ancré dans l'intérieur de la planète et son origine exacte reste encore débattue. Uranus, comme Neptune que nous verrons après, présente des teintes bleutées. Hydrogène et hélium dominent également dans les atmosphères de ces deux planètes, mais elles présentent un enrichissement relatif en méthane qui intervient pour environ 2%. Le méthane absorbe le rouge et serait donc responsable de la couleur bleutée de ces planètes. Elles n'ont cependant pas tout à fait la même nuance de couleur. Neptune tire sur le bleu azur, alors qu'Uranus est plutôt bleu-vert. Par conséquent, un autre composé donne aux nuages de Neptune leur couleur bleue caractéristique, mais il n'a pas encore été identifié. Les deux planètes partagent des propriétés atmosphériques communes. À l'époque du premier survol de la planète par Voyager, ces caractéristiques atmosphériques avaient été difficiles à mettre en évidence, mais elles apparaissent désormais clairement alors que la planète se rapproche du Soleil. Comme Jupiter et Saturne, Uranus a une atmosphère sectorisée, avec une alternance de vent d'est en ouest et d'ouest en est. On peut noter que la sectorisation de l'atmosphère d'Uranus est bien similaire à celle des autres géantes gazeuses, c'est-à-dire disposée parallèlement à l'équateur. Je vous rappelle que l'axe de rotation d'Uranus n'est pas perpendiculaire au plan de son orbite, mais il est en fait quasi aligné avec celui-ci. Le mouvement de la planète le long de son orbite s'apparente donc à celui d'une roue et ses pôles pointent en alternance en fonction des saisons vers le Soleil et c'est l'équateur qui est la région où l'ensoleillement reste modeste. Cette série d'images ont été prises à quelques mois ou années d'intervalle. Des nuages et des tourbillons apparaissent comme des structures blanches brillantes. Ils peuvent se développer dans l'atmosphère de la planète et sont portés par des vents qui peuvent souffler jusqu'à 800 km/h. Ici, deux photos prises du sol avec le télescope Keck qui montrent une structure orageuse en train de se développer. On voit que le phénomène peut être relativement rapide. Neptune est la plus lointaine des planètes du système solaire et vu sa distance, sa période de révolution est de quelques 165 années terrestres. Bien que loin du Soleil et donc très froide, les images de Voyager 2 ont montré que l'atmosphère de Neptune connaît des conditions météorologiques extrêmes, avec des vents dont la vitesse peut atteindre près de 2000 km/h. Ces vents soufflent 3 fois plus vite que ceux de Jupiter et 9 fois plus vite que les vents les plus forts sur Terre. La sonde a observé dans l'hémisphère sud une énorme structure connue sous le nom de grande tache sombre, avec un système de nuages blancs. On a initialement pensé qu'il s'agissait d'un système de tempête géant, stable comme la grande tache rouge de Jupiter, mais cette structure a disparu en 1994. Depuis, un système semblable est apparu dans les régions du nord de la planète. Ces tourbillons sombres présentent une diversité surprenante en termes de taille, de forme et de stabilité, avec des temps d'évolution beaucoup plus courts par rapport aux anticyclones similaires observés sur Jupiter, qui eux évoluent à l'échelle de la décennie. C'est un peu le même type de phénomène qui est observé dans l'atmosphère d'Uranus. Les nuages changent avec l'altitude. Vu les très basses températures, le méthane se condense, formant des nuages dans la haute atmosphère. Il existerait également des nuages composés d'ammoniac et de sulfure d'hydrogène, voire de glace d'eau. Nous retiendrons donc de cette séquence que l'atmosphère visible des planètes géantes se présente comme une atmosphère sectorisée, avec une alternance de vents d'est en ouest et d'ouest en est, circulation à laquelle se superpose une circulation verticale ancrée dans les parties internes de la planète. Ces atmosphères sont également le siège de gigantesques tourbillons atmosphériques d'une longévité pouvant dépasser la décennie et dont l'origine reste mal comprise. Je vous remercie d'avoir suivi cette séquence et je vous dis à bientôt.